La règle de base numéro 1 consiste à toujours savoir quel type de revenu tu souhaites générer, a dit Parrish. Pendant des années, il nous avait dit, à Mike et à moi, qu'il y avait 3 différents types de revenus. 1. Un revenu gagné de façon ordinaire provient généralement d'un emploi ou d'un travail quelconque. Il vient le plus souvent sous la forme d'un chèque de paie. C'est également le revenu qui est le plus imposé, et par conséquent, c'est celui avec lequel il est le plus difficile d'ériger une fortune. Lorsqu'on dit à un enfant « trouve un bon emploi », on lui dit de travailler en échange d'un revenu gagné. 2. Un revenu de portefeuille provient généralement d'actifs titres tels qu'actions, obligations et fonds communs de placement. Ce type de revenu est de loin le revenu d'investissement le plus populaire, tout simplement parce que les actifs titres sont plus faciles à gérer et à conserver. 3. Un revenu sans exploitation active provient généralement de gains immobiliers. Il peut également être dérivé de redevances d'exploitation d'un brevet ou de conventions de droit d'utilisation. Toutefois, dans environ 80% des cas, ce type de revenu est généré par des transactions immobilières. Il y a de nombreux avantages fiscaux dans ce secteur. Parrish et mon père pauvre ne s'étaient jamais entendus sur ce qu'un parent doit dire à ses enfants. Mon père pauvre me disait toujours « Travaille dur à l'école et obtiens de bonnes notes. C'est avec de bonnes notes que tu arriveras à te trouver un bon emploi. Tu deviendras alors un homme travailleur et respectable. » Lorsque Mike et moi étions à l'école secondaire, Parrish se moquait de cette approche. Il avait l'habitude de dire « Ton père est un homme travailleur et respectable, mais il ne sera jamais riche s'il continue à penser ainsi. Si vous suivez mes conseils, mes garçons, vous deviendrez riches en travaillant dur, mais vos revenus seront des revenus de portefeuille et sans exploitation active. » À cette époque, je ne comprenais pas entièrement les discours tenus par mes deux pères, ni ce qui différenciait leurs philosophies respectives. À l'âge de 25 ans, je commençais à comprendre un peu mieux. Mon père, à 52 ans, repartait à zéro, ne visant qu'un revenu ordinaire gagné, comme il avait cru bon de le faire pendant toute sa vie. Parrish était prospère et jouissait de la vie tout simplement parce qu'il avait travaillé dur pour des revenus de portefeuille et sans exploitation active. Je savais désormais pour quel genre de revenu je travaillerais dur, et ce n'était pas un revenu ordinaire gagné. Règle de base numéro 2. La règle d'investissement de base numéro 2 consiste à convertir le revenu gagné en revenu de portefeuille ou en revenu sans exploitation active avec le plus de rendement possible, affirmait Parrish. Il a ensuite tracé le diagramme suivant sur son bloc de papier jaune, voir l'annexe image numéro 2. Voilà en quelques mots ce qu'un investisseur est censé faire, a résumé Parrish en souriant. C'est aussi simple que ça. Comment dois-je commencer ? Lui ai-je demandé. Comment trouver l'argent si je ne l'ai pas déjà ? Qu'arrivera-t-il si je le perds ? Comment ? J'ai l'impression d'entendre un chef indien dans un vieux film. Mais ce sont de vraies questions, ai-je répliqué d'un ton plaintif. Je sais que ce sont de vraies questions, mais pour l'instant, je veux seulement que tu comprennes les principes fondamentaux de l'investissement. J'entrerai dans les détails plus tard. D'accord ? Et attention aux pensées négatives. Investir comporte toujours des risques, tout comme vivre. Les gens qui sont trop négatifs et qui évitent de prendre des risques reculent devant la majorité des occasions, à cause de leur négativité et de leur peur du risque. Tu comprends ? Je comprends. Allons-y avec les principes de base. Règle de base numéro 3. La règle de base numéro 3, dit Parrish, consiste à sécuriser ton revenu ordinaire gagné en achetant des valeurs qui convertiront ton revenu gagné en revenu sans exploitation active ou en revenu de portefeuille. Le sécuriser grâce à des valeurs ? Je ne comprends pas très bien. Que deviennent l'actif et le passif ? Bonne question, répliqua Parrish. J'entreprends maintenant d'enrichir ton vocabulaire. Il est temps pour toi d'aller au-delà de la simple compréhension de l'actif et du passif. Une compréhension que la majorité des gens n'atteignent jamais, pourrais-je ajouter. Là où je veux en venir, c'est que toutes les valeurs ne sont pas nécessairement des actifs, comme tant de gens le croient. Vous voulez dire qu'une action ou un terrain est une valeur, mais que cela peut ne pas être un actif ? C'est exact. Cependant, un grand nombre d'investisseurs moyens sont incapables de faire la distinction entre une valeur et un actif. De nombreuses personnes, incluant les professionnels, ne connaissent pas cette différence.
De nombreuses personnes qualifient d'actif n'importe quelle valeur. Alors quelle est la différence ? Une valeur est quelque chose qui, espères-tu, gardera ton argent en sécurité. Généralement, ces valeurs sont étroitement assujetties à une réglementation gouvernementale. C'est pour cette raison que l'organisme gouvernemental américain, qui surveille de près la majeure partie du monde de l'investissement dans ce pays, s'appelle Securities and Exchange Commission, ou SEC, Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Tu remarqueras que le mot actif ne figure pas dans cette appellation. Donc, le gouverneur sait qu'une valeur n'est pas nécessairement un actif, ai-je conclu. Père Riche a hoché la tête et a dit « Mais le mot valeur figure dans le nom de cet organisme. Le gouvernement sait que tout ce qu'il peut faire, c'est d'énoncer une série de règles strictes et de faire de son mieux pour maintenir l'ordre en mettant en application ces règles. Il ne certifie pas que celui qui acquiert une valeur s'enrichira. Voilà pourquoi on ne peut pas parler d'actif ici. Si tu te rappelles la définition de base, un actif met de l'argent dans tes poches ou dans la colonne des revenus. Un élément de passif retire de l'argent de tes poches et ceci apparaît dans la colonne des dépenses. C'est tout simplement une question de terminologie financière. Donc, il appartient à l'investisseur de savoir quelle valeur constitue un actif et quelle valeur constitue un élément de passif, ai-je résumé, commençant à comprendre où Père Riche voulait en venir. C'est exact, a-t-il dit, reprenant encore une fois son bloc de papier jaune. Il a alors dessiné le diagramme suivant. Consultez l'annexe image numéro 3. Pour la majorité des investisseurs, la confusion s'installe lorsque quelqu'un leur dit qu'une valeur est un actif. Les investisseurs moyens sont nerveux parce qu'ils savent qu'une valeur ne leur rapportera pas nécessairement d'argent. Le problème avec l'achat de valeurs, c'est que l'investisseur peut également perdre de l'argent, a dit Père Riche. Il enchaîna. Donc, si la valeur génère de l'argent, comme le montre le diagramme, cet argent s'inscrit dans la colonne des revenus des états financiers et il représente un actif. Mais si elle entraîne une perte d'argent et que cela s'inscrit dans la colonne des dépenses, alors cette valeur correspond à un élément de passif. De fait, une valeur qui était un actif peut devenir un élément de passif. Par exemple, j'achète au mois de décembre une centaine d'actions de la compagnie ABC à $20 chacune. Au mois de janvier, je vends 10 actions à $30 chacune. Ces 10 actions sont un actif, car elles ont généré un revenu. Mais au mois de mars, je vends 10 actions à seulement $10 chacune. Donc, ces mêmes actions deviennent un élément de passif parce qu'elles ont généré une perte, une dépense. Père Riche s'est éclairci la gorge avant de parler de nouveau. Donc, la façon dont je vois les choses, c'est qu'il existe des instruments de placement dans lesquels j'investis. C'est à moi de déterminer si chaque instrument représente un actif ou un élément de passif. Et c'est ici que le risque entre en ligne de compte, ai-je dit. C'est l'investisseur qui ne connaît pas la différence entre un actif et un élément de passif qui fait qu'investir est risqué. Règle de base numéro 4. Et c'est ce qui nous amène à la règle de base numéro 4. C'est l'investisseur qui est véritablement l'élément d'actif ou l'élément de passif, affirma Père Riche. Quoi ? N'est-ce pas l'investissement ou la valeur qui joue ce rôle ? Père Riche hocha la tête. On entend souvent les gens dire « investir est risqué ». C'est l'investisseur qui présente des risques. C'est en bout de ligne l'investisseur qui est l'actif ou l'élément de passif. J'ai vu de nombreux soi-disant investisseurs perdre de l'argent alors que tout le monde autour d'eux s'enrichissait. J'ai vendu des entreprises saines à de nombreux soi-disant gens d'affaires et j'ai vu ces entreprises s'effondrer peu de temps après. J'ai vu des gens acquérir des terrains parfaits, des biens fonciers pouvant générer beaucoup d'argent. Puis, en l'espace de quelques années, ces mêmes terrains sont devenus des sources de pertes et sont tombés en ruine. Après, j'entends des gens dire qu'investir est risqué. C'est l'investisseur qui présente des risques et non l'investissement. Un bon investisseur adore se trouver derrière un investisseur maladroit, car c'est là que se trouvent les véritables aubaines. Et c'est pour cette raison que vous adorez écouter les investisseurs qui se lamentent sur leurs pertes, ai-je dit. Vous voulez découvrir la pierre d'achoppement et voir si vous pouvez faire une bonne affaire. Règle de base numéro 5. En effet, répliqua Père Riche. La règle de base numéro 5 dit que le véritable investisseur est prêt à toute éventualité. Un non-investisseur essaie de prédire ce qui va arriver et comment les choses vont se produire.
Qu'est-ce que ça signifie ? Ai-je demandé. As-tu déjà entendu quelqu'un dire « J'aurais pu acheter ce terrain 500 $ l'acre il y a 20 ans. Regardez-le aujourd'hui. » Quelqu'un a construit un centre commercial juste à côté et il vaut maintenant 500 000 $ l'acre. Oui, j'ai entendu ce genre d'anecdote à maintes reprises. Nous en avons tous entendu, a dit Parrish. Eh bien, ce sont là les propos de gens qui n'étaient pas préparés. La majorité des investissements qui permettent de s'enrichir ne sont présents sur le marché que pendant très peu de temps. Un fugitif instant dans le monde boursier ou une occasion qui subsiste pendant des années dans le monde de l'immobilier. Peu importe le temps pendant lequel cette fenêtre demeurera ouverte, si tu n'es pas armé des connaissances et de l'expérience nécessaires, ou si tu n'as pas d'excédent de trésorerie, cette occasion, si bonne soit-elle, t'échappera. Alors, comment se prépare-t-on ? Tu dois demeurer vigilant et ne pas perdre de vue le genre d'investissement qui intéresse les autres. Si tu veux acheter des actions, alors suis des cours sur la façon de repérer les bonnes affaires dans ce secteur. C'est la même chose dans l'immobilier. Il faut avant tout que tu formes ton cerveau afin qu'il sache quoi chercher et soit prêt à réagir dès qu'une occasion se présente. Cela ressemble beaucoup au soccer. Tu cours, puis tout à coup une ouverture se crée et tu as une occasion de marquer le but gagnant. Tu es prêt ou non ? Tu es en position ou non ? Même si tu rates ton coup au soccer ou dans le monde de l'investissement, il y a toujours la possibilité qu'une autre occasion de frapper le ballon se présente ou que l'investissement de ta vie se présente inopinément. Heureusement, il y a de plus en plus de bonnes occasions chaque jour, mais tu dois d'abord choisir ton jeu et apprendre à y jouer. Est-ce pour cette raison que vous réprimez votre rire lorsque quelqu'un se plaint d'avoir raté une belle affaire ou vous dit qu'il faut absolument que vous fassiez telle ou telle transaction ? Oui. Et encore une fois, il y a énormément de gens qui pensent qu'il y a davantage de rareté que d'abondance dans le monde. Ils se plaignent souvent d'avoir laissé échapper une bonne affaire, puis ils tardent trop devant une autre en s'imaginant qu'elle est unique, ou encore ils achètent en croyant que rien d'autre n'existe. Si tu excelles dans les cadrans P et I du cash flow, tu auras davantage de temps et davantage d'occasions d'investir. Et tu auras aussi une grande confiance en toi parce que tu sauras que tu peux te permettre des transactions que la majorité des gens rejetteraient et les transformer en de bonnes affaires. Voilà ce que je veux dire quand je te parle d'investir le temps nécessaire afin d'être prêt. Si tu es bien préparé, l'investissement de ta vie se présentera chaque jour. C'est comme ça que vous aviez trouvé ce grand terrain non aménagé, en faisant une promenade, ai-je ajouté, me rappelant comment Parrish avait découvert l'un de ses meilleurs biens fonciers. Vous avez remarqué que la pancarte « à vendre » était tombée et avait été piétinée, et que personne ne pouvait ainsi deviner que le terrain était à vendre. Vous avez téléphoné au propriétaire et vous lui avez fait une offre, basse mais équitable, à vos conditions, et il l'a acceptée. Il l'a acceptée parce qu'aucun autre acheteur ne s'était manifesté depuis 2 ans. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas ? Oui, c'est ce que je veux dire. Et ce lopin de terre représentait une bien meilleure affaire que bien d'autres. C'est ce que je veux dire par « être prêt ». Je savais combien valait ce terrain, et je savais également ce qui allait se passer dans ce quartier au cours des mois suivants. C'était donc jumeler un faible risque à un prix avantageux. Aujourd'hui, j'adorerais trouver encore 10 de ces lopins de terre dans le même quartier. Et que voulez-vous dire par « ne fais pas de prédictions » ? Eh bien, as-tu déjà entendu des gens dire « Et si le marché s'effondrait ? Qu'est-ce qui arriverait à mes investissements ?» C'est pour cette raison que je n'achèterai pas. Je vais attendre de voir dans quelle direction le vent tourne. De nombreuses fois, ai-je dit. Parrish poursuivit. Lorsqu'une bonne occasion d'investir se présente, bien des gens ne la saisissent pas, parce qu'une peur viscérale les pousse à prédire une catastrophe. Ils projettent des ondes négatives et n'investissent jamais, ou ils vendent à un moment inopportun et achètent quelque chose qu'ils ne devraient pas acheter en se fondant sur des prédictions émotives optimistes ou pessimistes. Ils auraient pu traiter cette occasion d'investissement plus judicieusement s'ils avaient eu davantage de connaissances et d'expérience, et s'ils s'étaient préparés, ai-je dit. Exactement. De plus, le bon investisseur doit être prêt à tirer parti du marché, qu'il soit à la hausse ou à la baisse. Les meilleurs investisseurs font plus facilement des gains dans un marché baissier parce que le marché a tendance à chuter plus rapidement qu'ils ne croient. Comme ils le disent, celui qui gravit un escalier va plus lentement que celui qui tombe par la fenêtre. Si tu n'es pas prêt à ces deux éventualités,
C'est toi, l'investisseur, qui présente des risques, et non l'investissement. Cela signifie que de nombreuses personnes se prédisent à elles-mêmes qu'elles ne seront jamais de riches investisseurs? J'ai entendu tant de gens dire « Je n'investis pas dans l'immobilier parce que je ne veux pas qu'on me téléphone à minuit pour réparer des toilettes. » Eh bien, moi non plus, et c'est pourquoi j'embauche des gestionnaires immobiliers. Mais j'adore les avantages fiscaux qui sont assortis au cash flow provenant de l'immobilier et que les gains boursiers ne permettent pas. Ainsi, les gens prédisent eux-mêmes qu'aucune possibilité ne se présentera, au lieu d'être prêts à en tirer parti, ai-je répété, commençant à comprendre pourquoi la préparation était si importante. Comment puis-je apprendre à être prêt? Je t'enseignerai quelques techniques de base que tous les investisseurs professionnels devraient connaître. Des techniques telles que la position vendeur, l'option d'achat, l'option de vente, la double option, etc. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, tu en sais assez sur les avantages de la préparation comparée à la prédiction. J'ai malgré tout une autre question à propos de la préparation. Et quelle est-elle? Qu'arrive-t-il si une occasion en or se présente et que je n'ai pas d'argent? Règle de base numéro 6. C'est la règle de base numéro 6 d'investissement, affirma Père Riche. Si tu es bien préparé, c'est-à-dire si tu as les connaissances et l'expérience nécessaires et qu'une bonne occasion se présente, l'argent te trouvera, ou bien tu trouveras l'argent. Les bonnes affaires semblent réveiller l'avidité chez les gens. Donc, lorsque quelqu'un repère une bonne occasion, vu que cette opportunité fait reluire d'importantes récompenses, elle attire du capital. Si l'affaire n'est pas avantageuse et ne promet de grandes récompenses, alors l'argent sera très difficile à trouver. Avez-vous déjà entendu parler d'une bonne affaire qui n'ait pas attiré le capital nécessaire? À maintes reprises, répliqua Père Riche. Ce n'était pas l'occasion qui n'attirait pas l'argent, mais la personne responsable de la transaction. Autrement dit, l'affaire aurait été bonne si le responsable de la transaction s'était retiré. C'était comme si une voiture de course de calibre mondial avait été confiée à un piètre conducteur. Peu importe les extraordinaires caractéristiques de la voiture, personne ne mise sur elle si un mauvais conducteur se trouve derrière le volant. Dans l'immobilier, les gens disent souvent que la clé du succès est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Je suis d'un autre avis. En fait, dans le monde de l'investissement, peu importe qu'il s'agisse d'immobilier, d'entreprise ou d'actifs titres, la clé du succès est toujours les gens, les gens, les gens. J'ai vu les meilleurs lopins de terre, situés dans les meilleurs emplacements, perdre de la valeur parce que les mauvaises personnes s'en occupaient. J'ai dit, donc si je suis prêt, si j'ai fait mes devoirs, si j'ai acquis de l'expérience, des connaissances et fait mes preuves, et si je repère ce qui pourrait représenter un bon investissement, alors je trouverai assez aisément le capital nécessaire. C'est ce qui m'est arrivé. Malheureusement, trop souvent, les pires affaires, par exemple des transactions que des investisseurs tels que moi ne considéreraient même pas, sont présentées à des investisseurs non avertis, qui y perdent leur argent. C'est la raison d'être de la SEC. Son mandat est de protéger l'investisseur moyen et de l'empêcher de faire ces mauvaises transactions. C'est exact. Le rôle primordial de l'investisseur est de s'assurer que son argent soit en sécurité. Ensuite, il doit faire de son mieux pour convertir son argent en cash flow ou en gain en capital. C'est à ce moment-là qu'il déterminera s'il peut, lui ou la personne à qui il a confié son argent, convertir cette valeur en élément d'actif, ou si elle deviendra un élément de passif. Encore une fois, ce n'est pas l'investissement qui est nécessairement sûr ou risqué, c'est l'investisseur. C'est donc la dernière règle de base que doit suivre l'investisseur? Ai-je demandé. Non, loin de là, a répondu Père Riche. L'investissement est un sujet dont tu peux apprendre les rudiments jusqu'à la fin de tes jours. Heureusement, plus tu en sais, moins c'est risqué. Il y a une autre règle de base dont j'aimerais te parler. Il s'agit de la règle de base numéro 7. Règle de base numéro 7. Et en quoi consiste cette 7e règle, ai-je demandé? Il s'agit de l'habileté à évaluer le risque et le potentiel d'un investissement. Vous pouvez me donner un exemple, s'il vous plaît? Supposons que tes 2 plans d'investissement de base soient en place. Ton petit coussin donne de bons résultats et il se trouve que tu as, disons, un capital de 25 000 $ que tu peux investir dans des valeurs plus spéculatives. J'aimerais bien avoir ces 25 000 $ maintenant, ai-je dit d'un ton sec.
Parlez-moi de l'évaluation du risque et du potentiel. Donc, tu as cette somme de 25 000 $ que tu peux plus ou moins te permettre de perdre, ce qui signifie que si tu la perds, tu pleureras un peu, mais tu pourras encore mettre du pain sur la table et de l'essence dans ta voiture et t'atteler à économiser de nouveau une somme de 25 000 $. Ensuite, tu commences à évaluer le risque et le potentiel des opérations les plus spéculatives. Et comment est-ce que je m'y prends ? Supposons que tu aies un neveu qui a eu l'idée d'ouvrir un casse-croûte spécialisé dans les hamburgers. Il a besoin de 25 000 $ pour lancer son entreprise. Est-ce que ça représenterait un bon investissement ? Émotionnellement parlant, peut-être, mais financièrement parlant, non. Pourquoi pas ? M'a demandé Père Riche. Trop risqué, et pas assez de potentiel. De plus, comment est-ce que je récupérerais mon argent ? Le plus important n'est pas le taux de rendement du capital investi. Le plus important, c'est le remboursement du capital. Comme vous l'avez précisé, la sécurité du capital est très importante. Très bien, a dit Père Riche. Mais si je te dis que ce neveu a travaillé pour une grande chaîne de hamburgers pendant les 15 dernières années, qu'il a été vice-président d'une division très importante de l'entreprise et qu'il est prêt à voler de ses propres ailes et à ériger une nouvelle chaîne de hamburgers à l'échelle mondiale. Et que pour la modique somme de 25 000 $, tu aurais l'occasion d'acheter 5% de toute l'entreprise, cela t'intéresserait-il ? Certainement, parce que le potentiel serait plus élevé que le risque. Mais ça n'en demeure pas moins une transaction très risquée. C'est exact, a dit Père Riche. Et c'est là un exemple de cette règle qui consiste à évaluer le risque et le potentiel d'une affaire. Alors, comment fait-on pour évaluer de telles opérations de spéculation ? Voilà une autre bonne question. Cette évaluation se fait à l'échelle la plus élevée de l'investissement, qui succède aux plans qui garantissent la sécurité et l'aisance. Tu parles maintenant de l'acquisition des compétences nécessaires pour investir comme le font les gens riches. Donc, encore une fois, je résume. Ce n'est pas l'investissement qui est risqué, c'est l'investisseur qui n'a pas les compétences requises, ce qui rend l'investissement encore plus risqué. Les 3 E. C'est exact, dit Père Riche. À ce palier, le palier où les gens riches investissent, l'investisseur devrait posséder les 3 E. Et ces 3 E sont 1. Éducation. 2. Expérience. 3. Excédent de trésorerie. Un excédent de trésorerie, ai-je demandé, et pas seulement un peu d'argent additionnel ? Non. J'utilise les mots excédent de trésorerie pour une raison bien précise. Pour investir comme le font les gens riches, il faut beaucoup d'argent. Ce qui veut dire que tu peux alors vraiment te permettre de perdre et même tirer profit de cette perte. Tirer profit d'une perte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous verrons cela, a dit Père Riche. À ce palier où investissent les gens riches, tu verras que les choses sont différentes. À ce palier, tu constateras qu'il y a de bonnes pertes et de mauvaises pertes, de bonnes dettes et de mauvaises dettes, de bonnes dépenses et de mauvaises dépenses. À ce palier, ton bagage de connaissances et d'expérience devra être considérablement plus volumineux. Sinon, tu n'y resteras pas longtemps. Tu comprends ? Père Riche a poursuivi en m'expliquant que si le principe « KISS » n'est pas respecté, alors le risque est probablement élevé. Note de l'éditeur. KISS, acronyme anglais. Keep it simple, sweetheart, pouvant se traduire par « en toute simplicité ». Si quelqu'un est incapable de t'expliquer une affaire en moins de 2 minutes et que tu penses comprendre, alors sache que tu ne comprends pas, qu'il ne comprend pas et que vous ne comprenez pas ni l'un ni l'autre. Dans un cas comme dans l'autre, il vaut mieux que tu ne fasses pas cet investissement. Trop souvent aussi, les gens essaient de présenter l'investissement comme un processus complexe, en utilisant un jargon composé de mots savants. Si quelqu'un te parle de cette façon, demande-lui de s'adresser à toi dans un langage simple. Si cette personne est incapable de décrire l'affaire de manière à ce qu'un enfant de 10 ans en comprenne au moins le concept global, il y a de fortes chances qu'elle-même n'y comprenne rien. Car après tout, BPA veut simplement dire bénéfice par action, c'est-à-dire le profit généré par chaque action. Et le taux de capitalisation, une expression utilisée dans l'immobilier, ne sert qu'à évaluer une propriété. Donc, ce n'est pas simple, n'est-ce pas ? Non, et je n'ai pas dit que ce l'était, a enchaîné Père Riche. Trop souvent, les gens qui s'intéressent peu au monde de l'investissement, ou qui ont une attitude de perdant, diront « Si ce n'est pas facile, je ne suis pas preneur ». Je dis souvent à ce genre d'individus « Eh bien, lorsque vous étiez petit, vos parents ont dû travailler dur pour vous apprendre à devenir propre.
Donc, à une certaine période, aller aux toilettes était difficile. Aujourd'hui, je l'espère, vous êtes propre, et aller aux toilettes tout seul vous est devenu un geste naturel. Je questionnaire au sujet de votre état d'esprit. J'ai découvert que trop de gens veulent investir comme le font les gens riches, sans avoir d'abord érigé de solides fondements financiers. Trop souvent, les gens veulent investir comme le font les gens riches parce qu'ils sont dans une situation financière difficile et ont désespérément besoin d'argent. Évidemment, je ne recommande à personne de faire ce genre d'investissement à moins d'être déjà riche. Père Riche ne le recommandait pas non plus. Certaines personnes ont eu le bonheur de voir leur plan aisance générer un excédent de trésorerie, c'est-à-dire suffisamment d'argent pour qu'elles se croient riches. Mais à moins d'apprendre à penser comme pensent les gens riches, elles sont encore pauvres. Ce sont des gens pauvres qui ont de l'argent. Donc la question concernant votre état d'esprit est: si vous êtes sur le point d'investir ou si vous envisagez de le faire au même palier que les gens riches, êtes-vous disposé à acquérir ce que Père Riche appelle les 3 E? A. Éducation. B. Expérience. C. Excédent de trésorerie. Répondez par oui ou par non sur une feuille. Si votre réponse est non, alors la suite de cet ouvrage ne vous sera pas d'une grande utilité, et ma conscience m'interdit de vous recommander les investissements dont il y sera question, c'est-à-dire les investissements que font les gens riches. Si vous êtes incertain ou curieux au sujet de certains prérequis quant aux connaissances et à l'expérience que peuvent générer un excédent de trésorerie, alors poursuivez votre écoute. À la fin de ce livre audio, vous pourrez décider si vous voulez, oui ou non, acquérir ces 3 E. Au fil de l'écoute de ce livre audio, vous découvrirez peut-être que vos plans visant à assurer votre sécurité financière et ensuite votre aisance financière vous permettront de hausser la barre. Tout comme l'athlète qui s'adonne au saut en hauteur ou au saut à la perche hausse la barre après chaque saut réussi, vous pouvez réussir financièrement au palier de la sécurité et de l'aisance. Vous pourrez alors hausser la barre et vous fixer des objectifs plus ambitieux et consacrer davantage de temps à votre but ultime, devenir riche. Comme le disait Père Riche, l'investissement est un sujet dont tu peux apprendre les principes fondamentaux jusqu'à la fin de tes jours. Ce qu'il voulait dire, c'est que ça semble complexe au début, puis cela devient simple. Plus vous pourrez présenter ce sujet avec simplicité, et plus vous en connaîtrez les principes de base, plus vous serez en mesure de vous enrichir tout en minimisant les risques. Pour la majorité des gens, toutefois, le défi consiste à investir le temps nécessaire.